Ce train rend tous ses passagers malades. De nos jours, cette affirmation vous paraît impensable? Pourtant, dans les années 70, un train a réellement marqué l'histoire de l'industrie ferroviaire, notamment parce qu'il rendait tous ses passagers malades. Il s'agit de l'Advanced Passenger Train, plus communément appelé APT. Comment cela est-il possible? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo, alors restez bien avec nous sur ATech. En effet, l'histoire de l'APT n'est pas des plus conventionnelles, il met en avant cette technologie innovante qu'est la technologie pendulaire. C'est ce qui fait qu'un prototype très intéressant de l'APT est construit. Malheureusement, le projet prend fin beaucoup trop rapidement, c'est le mal des transports qui signe l'arrêt de mort de l'APT, mais d'où peut bien venir ce mal des trains? Quoi qu'il en soit, le premier voyage de l'Advanced Passenger Train est un échec. En outre, l'apparition du TGV au début des années 80 fait beaucoup d'ombre à l'APT. Il atteint des records de vitesse jusqu'alors inimaginables. Au fil du temps, les aménagements ferroviaires se multiplient. Quelle est donc la véritable cause de l'échec de l'Advanced Passenger Train? Avant toute chose, il est important de bien comprendre que la mise au point de l'Advanced Passenger Train n'a jamais dépassé le stade de projet expérimental. Il est vrai que l'histoire de l'APT a fait grand bruit à l'époque et intéresse toujours autant aujourd'hui. Pour faire simple, l'APT est un train pendulaire construit par l'opérateur du système ferroviaire britannique British Rail dans les années 70-80. Comme vous l'avez très certainement compris dès le début de cette vidéo, ce projet fut un terrible échec à la fois technique et commercial. Commençons donc par le début. Comment est né l'Advanced Passenger Train? En Grande-Bretagne, rares sont les lignes adaptées aux trains à grande vitesse. Seule la ligne de la côte Est, la East Coast Main Line, qui relie Londres à Édimbourg, a un tracé assez rectiligne pour supporter des vitesses élevées. Celle de la côte Ouest, la West Coast Main Line, permettant à Londres et à Glasgow de se rejoindre, est beaucoup trop sinueuse par exemple. Les ingénieurs de British Rail ont donc mis au point une technologie avancée de pendulation active. 3 rames prototypes sont construites, de plus la propulsion par turbine à gaz est abandonnée, notamment en raison de la crise du pétrole des années 70. La traction électrique est alors largement privilégiée. Mais cela limite la circulation des APT aux seules lignes électrifiées. À l'époque, elles sont encore trop peu nombreuses. En outre, les pantographes ne permettaient pas de capter le courant aux 2 extrémités du train à une telle vitesse. De ce fait, ils sont composés de 2 rames accouplées avec 2 motrices jumelées au milieu. Elles se partagent un seul et unique pantographe. Certes, il existe une communication entre les 2 motrices, mais elle est impraticable pour les voyageurs. En 1981, le projet est lancé de manière prématurée. Cependant, il n'est pas suffisamment prêt sur le plan technique. Cela entraîne de nombreux problèmes et aussi une fiabilité insuffisante. Pour en revenir à la technologie pendulaire, cette dernière utilise des vérins hydrauliques commandés par ordinateur. Ces derniers parviennent donc à incliner les caisses des voitures dans les courbes. En réalité, les vérins sont actionnés en fonction du tracé de la ligne par un calculateur. De son côté, l'angle est limité par la section des voitures et le gabarit ferroviaire. La détection des courbes se fait par des accéléromètres ou par la détection du dévers. De ce fait, les forces latérales ne sont pas ressenties. En réalité, le train s'incline comme un pendule. Ainsi, il compense la force centrifuge et maintient le confort des voyageurs, peu importe la vitesse à laquelle roule le train. Finalement, grâce à la pendulation, les trains peuvent circuler à une vitesse beaucoup plus élevée, même si le parcours est sinueux. Vous le savez désormais, l'Advanced Passenger Train n'est pas ce qu'on appelle une réussite. Néanmoins, ce prototype a énormément fait parler de lui. La preuve en est, nous en parlons aujourd'hui sur ATech. Dès 1981, de nombreuses pannes sont soulignées. Il est surtout question de problèmes au niveau du système de freinage par turbine hydraulique. C'est ce qui forge une mauvaise réputation à l'APT. Il est donc rapidement retiré de la circulation. Mais en 1982, les rames sont remises en service. L'objectif est très simple, parvenir à créer une version de l'APT équipée de motrices à chaque extrémité. Cependant, le contexte économique du Royaume-Uni est très compliqué à l'époque. En outre, aucun investisseur ne souhaite mettre ses billes dans un projet à la réputation aussi négative. Entre 1984 et 1986, les essais de rames se multiplient, mais cela ne suffit pas à redorer le blason de l'APT. Pour beaucoup, l'Advanced Passenger Train a connu une fin bien trop brutale. Les nombreux défauts remarqués sont responsables de cet échec, mais c'est surtout le mal des transports qui en est la cause. Au cours du premier voyage de démonstration, les journalistes présents ressentent le mal des transports au sein de l'Advanced Passenger Train. Dès leur retour à quai, ces derniers s'empressent de lui faire une très mauvaise publicité dans la presse. Effectivement, il semble qu'une compensation de la force centrifuge puisse engendrer une forme de cinétose. Dans l'APT, les passagers pouvaient voir la courbe sans en ressentir l'effet. Pour éviter cet inconfort, les ingénieurs de British Rail limitent l'inclinaison de quelques degrés. Mais d'où peut bien venir ce mal des trains qui a tant coûté à l'Advanced Passenger Train? Depuis une dizaine d'années, des neurologues de l'université de Zurich ont cherché la cause de ce désagrément. En se penchant dans les virages, les trains, tels que l'APT, peuvent aller beaucoup plus vite que tous les autres types de convois. Cependant, leur mouvement de tangage rend malade de nombreux passagers qui décrivent une forme de mal de mer.
Pourtant, ce n'est pas l'ampleur de l'inclinaison qui joue un rôle dans tout ça, il s'agit plutôt du léger décalage temporel entre l'entrée dans une courbe et l'inclinaison du train. Dès le premier voyage de l'Advanced Passenger Train, les choses sont claires, les défauts du projet sont beaucoup trop importants pour que ce dernier ne puisse être viable. De plus, la volonté de British Rail de faire vivre le projet s'évanouit rapidement face à la difficulté qu'il représente. 2 des trains sont donc démolis. Quant au troisième, il est remisé sur une voie de garage derrière les ateliers. Désormais, il est exposé au musée des chemins de fer de Crewe au Royaume-Uni. Certes, l'Advanced Passenger Train était un projet bien trop ambitieux pour l'époque. Cependant, c'est la naissance du TGV qui a aussi causé sa perte. Pour l'APT, la concurrence a été beaucoup trop rude. Savez-vous comment est né le train à grande vitesse ? À la fin des années 60, l'avenir est à la route et à l'aviation. De son côté, le système ferroviaire est en grande difficulté. Il est d'ailleurs très rapidement condamné. Effectivement, il est considéré comme dépassé par les pouvoirs politiques en place. Il doit donc se réinventer et apporter une réponse solide pour contrer ses nombreux concurrents. La France décide alors de se lancer dans l'aventure. Jusqu'alors, la vitesse des trains ne dépassait pas les 200 km/h. Pourtant, en 1955, dans les Landes, des records de vitesse allant jusqu'à 331 km/h sont enregistrés. Les trains peuvent donc aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Il est désormais grand temps d'industrialiser ce projet de grande vitesse ferroviaire. C'est en 1966 que le projet C03 du futur train grande vitesse voit le jour. En 1967, un train prototype muni d'une turbine est mis au point. Une première présentation de la rame prototype est réalisée le 23 mars 1972. Avec elle viennent des records de vitesse lors des essais, mais aussi un système de signalisation embarqué. Par la suite, au cours de l'année 78, 2 projets pour une ligne à grande vitesse sont étudiés. Le premier relie Paris à Lyon, tandis que le second relie Paris au nord de la France. Le 22 septembre 1981, le président français François Mitterrand inaugure la première ligne à grande vitesse. À la fin des années 80, le TGV transporte en moyenne 50 000 voyageurs par jour et 90 000 aux périodes de pointe. En 10 ans, le trafic annuel de la ligne passe de 10 à 17 millions de voyageurs. Il est question d'une incroyable progression de 70%. Le TGV est donc bien loin devant l'Advanced Passenger Train. Seulement 8 ans après la mise en service de la première ligne à grande vitesse, c'est au tour de la ligne à grande vitesse atlantique d'être mise en service au cours du mois de septembre 1989. Forte de ce succès à l'échelle nationale, la France, grâce à la SNCF, étend le TGV aux différentes capitales européennes. Avant les années 90, le TGV ne dépassait pas les frontières hexagonales que pour aller en Suisse. Désormais, il fait le tour de l'Europe et les lignes se multiplient. Au fil du temps, le TGV redessine les frontières et nécessite de nombreux aménagements. Pour un projet expérimental, l'Advanced Passenger Train a fait énormément parler de lui. L'histoire de l'APT fait grand bruit encore aujourd'hui, notamment grâce à la technologie pendulaire. Le projet est d'ailleurs particulièrement intéressant. Pourtant, c'est le mal des transports qui est responsable de l'arrêt de mort de l'APT. C'est aussi pour cette raison que son premier voyage est un échec. En outre, le TGV est un concurrent de taille. Très vite, il atteint des vitesses records et entraîne des aménagements toujours plus importants. Ainsi, il met l'Advanced Passenger Train au tapis. La technologie pendulaire a-t-elle encore un avenir dans l'industrie ferroviaire ?